remercier la Fondation de m'avoir invité et surtout vous d'avoir fait le déplacement. Vous verrez à quel point c'est méritant, un peu plus tard dans la soirée. Donc, j'ai pas besoin je voudrais simplement dire pourquoi j'ai voulu parler de mon travail avec les éditeurs, au lieu de, je sais pas moi, mon travail d'historien du cinéma, ou journaliste, etc. C'est d'abord parce que le travail de traducteur, en particulier et de rabatteur entre les éditeurs français, n'a été qu'un prolongement logique pour moi de mon journalisme, qui était une espèce de prosélytisme un peu dérangé, surtout à l'époque. Mais pour expliquer ça, il faut d'abord quand même que je revienne juste sur une chose, c'est que mon soi-disant journalisme a été tout à fait sur un mode pas du tout naturel. D'abord, je suis devenu journaliste sans aucune formation. Et puis surtout, je me suis, par un concours de circonstances, à la fin des années 70 et au début des années 80, quand justement je commence à travailler avec les éditeurs français, je me trouve dans une situation où on me permet de faire des choses complètement impensables dans la presse, surtout la presse quotidienne. Libération, comme vous le savez sans doute, surtout à l'époque, était un journal complètement atypique, hors norme, même un peu cinglé sur les bords. Donc on me laissait faire des choses que dans un monde normal, on n'aurait pas dû me laisser faire. Donc c'est tout naturellement que je tartinais des 3 pages ou 4 pages de quotidien sur, par exemple, des auteurs qui n'étaient pas connus, même qui n'étaient pas très connus aux États-Unis, et évidemment qui n'étaient pas publiés en France. Et on me laissait faire. C'est comme ça que, par exemple, John Fante a été publié en France. Il y a eu 4 pages dans Libé, et 3 mois après, Christian Bourgois m'annonçait qu'il en avait acheté 4. Alors déjà, je dis, oh là là, le pauvre, où est-ce qu'il va? Et est-ce que vous voulez en traduire un? Alors, j'ai dit oui, évidemment, je savais lequel. C'était Demande à la poussière. Bon, alors ça c'est quand ça marchait bien. Mais des fois, j'écrivais des trucs parce que ça me semblait intéressant, etc. Et un éditeur l'achetait comme ça. Et je frissonnais toujours parce que bon, je ne voulais pas non plus les faire couler, faire couler leur boîte, mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, la traduction, j'ai commencé, ma première, c'était en 77, et Libération, je ne travaillais pas encore à Libération, je viens de la presse rock, comme on vous l'a dit, et il se trouve que, parallèlement à Rock et Folk, Philippe Manœuvre, que vous connaissez peut-être au moins à la télé, ce type avec ses lunettes noires, Philippe Manœuvre m'appelle, je suis à San Francisco, il m'appelle, il dit, est-ce que ça faisait quelques années que je tannais avec Bukowski et tout, que c'était un poète, et puis qu'il avait écrit un roman qui était vachement bien, c'est Postier. Et il m'appelle comme ça de but en blanc, il me dit, est-ce que tu veux traduire Bukowski? Bon, je dis, bien sûr, sans me demander si j'en étais capable, ni rien, parce que bon, c'était le genre de journalisme que je pratiquais et qu'on me laissait faire, ça incitait à un peu avoir la grosse tête, à se sentir un peu capable de tout. Donc, bien sûr, je peux traduire Bukowski, et donc il me dit, ben voilà, on a le droit un truc qui s'appelait Notes of a Dirty Old Man, que lui, magnifiquement, c'est lui qui a trouvé le titre, il dit Journal d'un vieux dégueulasse. Donc je traduis ça, et puis je commence le travail sur un autre roman de Bukowski qui s'appelle Postier, celui que je voulais vraiment traduire, qui était bien meilleur que le premier. Et je suis toujours à San Francisco, je suis pas à Paris, et je suis totalement j'ignore complètement que Bukowski fait l'objet d'une guéguerre entre éditeurs, c'est-à-dire le Sagittaire, et alors la collection de Manœuvre, ça s'appelait Speed 17, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette collection, qui était un truc assez zazou. Ça s'appelait Speed 17, pourquoi? Parce qu'ils avaient décidé d'arrêter
arrêté au bout de 17 bouquins. Alors, c'est quand même, ça témoignait d'un bon fond déjà, je veux dire, parce que bon, on n'allait pas trop s'incruster, c'est pas mal. Et d'ailleurs, ils n'en ont fait que 14. Mais, enfin, bon, mais quand même, sur les 14, c'était quand même assez pointu, parce qu'en plus de Bukowski, il y a eu Hunter S. Thompson, avec son truc sur les Hells Angels, puis après d'autres volumes. Il y a eu Selby, quand même, c'était pas rien. Et il y a eu, par exemple, un truc que j'ai aussi traduit de John Gregory Dunn qui s'appelait Sanglante Confession, qui a été réédité beaucoup de fois. Et donc, c'était un truc, c'était un espèce de regard sur la littérature que les Français enfin, plutôt l'édition, bien Saint-Germain-des-Prés, tout ça, ça ne s'intéressait pas du tout. Et il faut bien le dire aussi, l'Amérique, souvent, ne s'y intéressait pas non plus. Donc c'était un truc un peu dans les coins, comme ça. Alors, comme c'est ce que j'ai fait toute ma vie, de toute façon, c'est de regarder dans les coins de à peu près tous les trucs de culture qui m'intéressaient. Donc moi, ça m'a permis de faire découvrir effectivement des gens soit morts complètement inconnus, soit au contraire morts juste au moment où ils étaient redécouverts, comme par exemple John Fante. Alors on m'a demandé si je l'avais jamais rencontré et tout, j'aurais pu, à peu près 6 mois près, j'aurais pu, mais comme il était déjà aveugle et plus jatte et tout, j'avais pas du tout envie de voir l'homme. Je préférais lire des bouquins, donc voilà, bon, je ne l'ai jamais rencontré. Mais... Donc, on était vraiment considérés comme les voyous dans l'édition, enfin, puisqu'on venait de nulle part, on venait pas du sérail, on n'avait pas fait d'école de journalisme, on n'avait pas fait d'école du livre, si ça existait déjà, j'en sais rien. Donc, mais avec Donald Geiger, avec Bukowski, donc les gens du Sagittaire qui étaient plus ou moins alignés sur Actuel, donc c'était Bizot qui menait le truc, eux, ils avaient déjà les droits sur plein de titres de Bukowski, mais comme ils savaient que, enfin, ils se disaient que personne d'autre, de toute façon, ne connaissait le truc et allait se mettre à les publier, donc ils étaient un peu assis dessus et tout ça, et nous, quand on en a quand même publié 2, le temps qu'ils se retournent, qu'ils fassent traduire le truc, et donc il y a eu une espèce de guerre comme ça qui s'est traduite par un truc assez cocasse, que Manœuvre et Dionnet, donc qui avait Speed 17, m'avait dit vas-y fonce, faisons un 3e. Et donc c'était un recueil de nouvelles, très bon d'ailleurs, qui s'appelait South of the North, que j'ai diligemment traduit, et finalement ils n'ont pas eu de bouquin, il y a eu la guerre comme ça. Je me souviens de pouvoir avoir Postier par exemple. J'étais à San Francisco et on m'a fait envoyer une moto, enfin un motard plutôt, à Santa Barbara où était l'éditeur de Bukowski, parce que Bukowski, son premier livre était chez City Lights, qui est évidemment la librairie et la maison d'édition Picnic bien connue de San Francisco, mais tous ces autres bouquins étaient chez Black Sparrow, qui était un type qui éditait les bouquins au bord de sa piscine. Il y avait les bouquins qui étaient dans la remise et tout ça, c'était très artisanal. Et on a fait signer un contrat comme ça par le motard. Donc c'était assez rock'n'roll quand même. C'était pas aller au salon du livre, puis acheter le bidule, ou de temps en temps aller à New York voir des agents. Et encore une fois, ça a été un peu notre bonheur, c'est de pouvoir secouer un peu le cocotier. En particulier, justement, même carrément aller directement aux agents américains, parce que je ne sais pas si vous savez, mais dans les années 70, la littérature américaine passait par une agent. Elle s'appelait L'Apôtre, je me souviens, et tout passait par elle. C'était vraiment le bottleneck comme ça, c'était incroyable. Enfin, ça ronronnait. Bon. Et aussi au niveau des traductions. On a aussi secoué le cocotier. Alors là, je vais un peu ramener ma phrase parce que c'est un truc qui me tient un peu à cœur. Surtout que j'avais l'impression qu'on avait gagné la bataille, et puis maintenant on revient un petit peu
à la case départ, c'est-à-dire les traductions comme on en faisait dans les années 50 et 40, donc machin un peu bien gourmet, bien ronronnant. Moi, j'étais toujours outré de voir la façon dont la littérature américaine et anglaise, parce que c'est la seule que je connaisse, était traduite en français. Et en particulier, justement, je me suis trouvé tout de suite confronté, enfin vraiment, j'ai sauté dans le grand bassin, parce que j'étais confronté à ça avec Bukowski, par exemple. Parce que chez Bukowski, le niveau de langage, il est très bas, enfin, je veux dire, il n'est pas vulgaire, mais il aspire à la simplicité. C'est des trucs, c'est des phrases courtes, c'est des trucs très simples, ce qui évidemment est le plus difficile à faire en français. Et il y a un obstacle majeur à tout ça, surtout quand on parle d'un certain aspect de la vie, comme, je sais pas, les bars, les cultes, tout ce truc-là, c'est le temps du passé, le passé littéraire. Il n'y a aucun problème avec l'anglais, eux ils ont le même, donc c'est bien. Mais nous on en a deux. On a le passé simple, qui est le passé littéraire, et on a le passé composé, celui qu'on pratique tous les jours, parce que le passé simple, il n'existe que dans les bouquins, et les procès-verbaux ou les trucs comme ça. Mais quand un roman est un peu de la vie, etc., si vous utilisez ce temps, ça vous fait tout de suite, vous êtes en cul de poule et tout, c'est horrible. Enfin, je veux dire, donc il fallait démotiver tout ça. Je veux dire, j'étais pas le premier à faire. Céline, il avait pigé le truc et tout. Lui, il traduisait pas, mais lui, il a compris tout ça. Mais donc, on s'était forcé à sortir de ça, c'est-à-dire d'utiliser le passé composé beaucoup, le présent narratif quand il y avait de l'action et tout ça. Bon, ça c'est très technique, ça va ennuyer beaucoup, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un effort qui a été fait dans ces années-là, au début des années 80, et je pense qu'on a fait des petits, c'est-à-dire que les jeunes traducteurs qui sont venus après, les traductrices qui sont venus après, ont quand même au moins réfléchi à ce problème. Bon, nous, on y était confrontés et on a fait comme on a pu, avec évidemment, il y a des traductions sur lesquelles j'aimerais bien revenir, etc. Mais au moins, on se confrontait au problème. Et depuis, par exemple, maintenant, il y a des écoles de traduction, ce qui n'existait pas évidemment quand j'ai commencé. Par exemple, les jeunes, alors, ils ont trouvé le fin du fin pour justement la solution du passé simple du modèle, c'est qu'ils mettent tout au présent narratif. Bon. Alors évidemment, ils n'ont plus de problème, sauf que le présent, comme j'ai dit dans l'article que j'ai fait pour un journal d'ici, le présent, c'est un problème, c'est le problème de tension. Ça se relâche, il n'y a pas de tension. Donc il faut le faire à petite dose, mais pas sur tout un bouquin. Ou alors c'est un projet complètement conscient, comme Dépente, par exemple, fait dans Butex. Bon, à ce moment-là, c'est au présent, mais il y a une raison pour laquelle c'est le présent. Et j'ai vu des romans qui étaient évidemment tout au prétérit, Ivoise, etc. Et en français, c'est tout au présent. Bon, donc, pendant pas mal de temps, je me suis assez battu là-dessus. Mais bon, la période Speed 17, donc c'était la période quand même assez olé-olé, pionnier, et où j'ai un peu fait mes armes, quoi. Et en même temps que je faisais ça sur des travaux pratiques, pratiquement, je parlais aussi des traductions quand je faisais des critiques littéraires. Et ça aussi, ça ne se faisait pas du tout dans la presse, c'était très mauvais genre, c'est comme de parler, à la même époque, parler argent entre auteur et éditeur, c'était un mauvais goût absolu, enfin, on ne parlait jamais à argent, on n'avait pas un agent non plus, parce qu'on se faisait virer tout de suite. Donc tout ça, cette espèce de monde, un peu de gentleman agreement qui ronronnait, etc., nous on a un peu quand même cassé le truc, et
Oui, donc dans mes critiques littéraires, je parlais de ce qu'était l'original et de ce que ça donnait. Bon, alors, des fois, il n'y avait pas lieu d'en parler, et puis j'en parlais pas. Mais bon, une fois, j'ai vraiment, alors là, crucifié, massacré une traductrice, la pauvre, elle n'avait jamais fait d'autre. C'était sur 2 pages de Libération, c'était d'un mauvais goût épouvantable. Ça s'appelait de la traduction par les sagouins ou un truc comme ça, enfin c'était assez horrible. Mais c'était un auteur que je venais de rencontrer au Montana, sur lequel je voulais m'étendre beaucoup et faire un article, etc. Et c'était, le bouquin venait juste de paraître, et c'était vraiment un travesti. Enfin, je veux dire, c'était un travesti de la fille, elle avait jamais mis les pieds, évidemment, au Montana, ni aux États-Unis, ni je ne sais pas où, et c'était pas montrable. Bon. Donc je me suis un peu étendu là-dessus, même un peu pesamment. Quand Bourgois a acquis les droits de poche, m'a demandé si je voulais faire la traduction. Et c'est comme ça que je me suis mis à travailler avec Bourgois. Donc j'ai fait, le livre en question, ça s'appelait The Last Good Kiss, qui, dans la traduction originale, c'était Le Chien Ivre, c'est devenu Le Dernier Baiser. Et Le Dernier Baiser a été pendant 25 ans ma traduction. Et alors, ça c'est assez intéressant et c'est amusant. Donc, quand on vit par le glaive, on périt par le glaive. Cette année, Guy Meister, qui est un éditeur français, vient de sortir un bouquin de Jim Cromley, Le Dernier Baiser, en nouvelle traduction. En disant, répandant partout dans Paris, que enfin on pouvait lire James Cromley en français. Donc vous voyez que tous les goûts sont à la nature et que en plus ça revient un petit peu. C'est une histoire de mode aussi, hein, il faut dire ce qu'il y a. Donc mon travail avec Bourgois, alors Christian Bourgois était vraiment un vrai éditeur dans la mesure où il faisait énormément confiance à ses collaborateurs. C'est-à-dire que si on lui recommandait un truc, etc., si il sentait qu'on était assez passionné pour, il se lançait. Et donc ça, Fante, ça a été notre grand succès entre deux, mais j'ai recommandé d'autres choses et tout qui ont modérément marché. Mais il y a eu une histoire que je trouve formidable, mais c'était très tardivement, j'avais arrêté de travailler pour lui, et un jour, je tombe sur un bouquin qui s'appelait Waiting for Nothing. C'était déjà pas drôle. J'ouvre le truc et sur la page de garde, il y a marqué To Jolene who turned off the gas. À Jolene qui a arrêté le gaz. Bon, alors là, on va s'amuser. Bon. Et en fait, c'était un des bouquins les plus formidables sur la dépression, qui avait été écrit. Alors, c'était déjà un miracle que le bouquin soit paru aux États-Unis chez Knopf en 1934, parce que c'était un miracle, parce que le type, il était clodo, il était tuberculeux, enfin, il avait du papier pour écrire, donc on se demande comment il y a eu un bouquin. Mais ce qui est encore plus miraculeux, c'est que le livre a été publié en Angleterre, avec un chapitre de moins, parce qu'il y avait un truc sur les homosexuels et tout, enfin sur la prostitution homosexuelle, donc ça c'était viré. Mais alors, le grand miracle, c'est qu'en France, c'est paru 2 ans après, sous le nom de Les Vagabonds de la faim. Pourquoi? Parce qu'il y avait un type qui s'est entiché du bouquin, donc c'était la première traduction, c'était sa dernière. C'était un type qui s'appelait Raoul de Roussy de Salles, c'est même pas son nom complet, hein, il y en a encore plus, mais on l'a oublié. Et qui était un type très riche et tout, et qui était marié à une héritière américaine qui était encore beaucoup plus riche que lui. Donc, vous avez déjà un mec qui roule sur l'or et qui s'intéresse à un truc de miséreux, machin, etc. L'autre miracle, c'est que, peut-être parce que c'était sa première traduction, ou alors il avait vraiment un talent fabuleux, ou un goût fabuleux, mais la traduction, je la trouve formidable, elle colle à la nudité, au dénuement de la prose de Cromer. Il s'appelait Tom Cromer, l'auteur. Et je la trouve formidable
français, j'ai l'anglais. Et je contacte Christian Bourgois qui me dit « Mais c'est dingue, je viens d'acheter Tom Cromer au salon de je ne sais plus où. J'ai les droits, j'ai déjà fait traduire. » Alors je lui dis oh, « C'est dommage parce qu'il y a ce truc et tout ça. » Il me dit « Mais c'est... écoutez, je vais la lire et si je la trouve mieux, je m'arrangerai avec le traducteur, profit et père. » Et finalement, on l'a fait avec cette traduction. Je trouve, et ça c'était Christian Bourgois. Je veux dire, déjà, il avait dépensé de l'argent pour la faire traduire, etc. Il n'a pas hésité une seconde. Ça, je trouve ça vraiment, c'était un éditeur, et il a fait ça évidemment avec d'autres collaborateurs, donc je ne sais pas. Après, je me suis mis à travailler avec Patrick Rénal chez Gallimard, disons que c'était un peu sur les mêmes auteurs, du Montana, enfin, les auteurs sur lesquels je m'étais penché pendant un moment. C'est pareil, j'avais écrit un bouquin, comme on vous l'a mentionné, qui s'appelait Maquis, qui en fait était un recueil d'articles qui n'avait jamais été publié sur des écrivains géographiquement isolés aux États-Unis. Il y en avait un en Arizona, il y en avait un en Montana, il y en avait un à Oxford, Mississippi, où il était pompier. Alors, être pompier dans la ville natale, enfin dans la ville de Faulkner, et vouloir être écrivain, c'est quand même pas rien. Moi, c'était irrésistible, évidemment, j'ai été le voir. Il avait à peine fait 2 bouquins seulement, il s'est devenu, maintenant il s'appelait Larry Brown. Et de tous ces types-là, il y en avait seulement un qui avait été publié, je crois. Donc tous ces types-là, sauf un, ils ont tous été publiés en France depuis. Il y avait Maurice Thompson, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est un type formidable qui était un homme riche, enfin un fils à papa, qui a toute sa vie a vécu pauvre en Équateur, etc. C'est un écrivain formidable que j'ai fait finalement acheter à Phébus et ça a été la catastrophe, les traductions étaient mauvaises, n'ont pas été lancées et tout. Mais c'est un de mes grands regrets d'édition, si vous voulez, c'est que c'est foiré, parce que je pense que le public francophone aurait pu s'enticher de cet homme, comme on l'a fait pour Fante, par exemple, parce que c'était un peu la même manière, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas, en lisant les livres, on ne pouvait pas ignorer l'homme qui l'écrivait. Il y avait une espèce d'osmose entre eux, et c'est un personnage très attachant, que j'ai failli rencontrer. J'avais fait une préparation, parce qu'il habitait à Guayaquil, au fin fond de l'Équateur, et il avait donné son accord pour me voir, il m'a dit « je suis complètement délabré, etc., je vous jetterai la clé ». Il dit « j'habite au 3e, je vous jetterai la clé, je ne peux même plus descendre les marches ». Alors ça promettait déjà, et avant de faire mes préparatifs de voyage, j'ai appris qu'il était mort de typhus en plus, c'était quand même assez exotique comme mort d'écrivain. Donc voilà, avec Rénal, il avait une collection qui s'appelait La Noire. C'est assez marrant aussi, ça, Patrick Rénal a été engagé par Antoine Gallimard pour mettre fin à la série noire, parce que c'était un truc qui périclitait un peu depuis les années 60. Le type qui s'occupait de la série noire et partait en retraite, etc. Et il ne voulait pas complètement mettre la clé sous la porte, mais il se disait on va prendre un type comme ça qui vient de Nice, qui est assureur, et je suis sûr que ça ne va rien donner, donc après ça va péricliter complètement et on aura une bonne raison, sans vexer personne, de mettre la clé sous la porte. Qu'est-ce qu'il fait Rénal? Il régénère tout le truc, il se met à publier des machins espagnols, russes, je ne sais pas quoi, et qui montre que le roman noir, finalement, c'est pas simplement anglo-saxon ni français, et tout d'un coup, ça marche, enfin, il y a un phénomène de mode pour les libraires, etc., ça a marché beaucoup, etc., et il a été obligé de virer Rénal, parce que ça marchait trop bien. Ça aussi, c'est une histoire d'édition. Bon. Et après, j'ai travaillé avec Olivier Cohen, des éditions
éditions de l'Olivier, qui était assez drôle parce qu'il était, lui, employé aux éditions, ceux qui avaient Bukowski, les autres qui avaient Bukowski. Donc en fait, c'était l'ennemi, lui, et puis maintenant on travaille ensemble. C'est quelqu'un de très attachant, et avec qui j'ai travaillé comme traducteur surtout, pas tellement découvreur, mais traducteur. Et en particulier sur un truc, il me dit, là j'ai acheté un bouquin de Stuart Onan, il n'y a que toi qui peux le faire. Alors je dis, oh, vraiment, quand même. Et non, il n'y a que toi qui peux le faire. Alors c'était un truc, c'était que sur le fast-food, mais le fast-food plouc, ça se passait en Oklahoma. Alors le fast-food plouc, c'est pas pareil que le fast-food urbain. Et puis la culture des grosses bagnoles des années 70. Ce qu'on appelle muscle car. Si vous avez jamais vu un film avec Burt Reynolds suivi par le shérif, c'est ce genre de bagnole-là, c'est-à-dire avec des moteurs très très poussés, etc. Et un peu bricolés sous le capot et tout ça, et qui ont été d'ailleurs interdites. On a interdit aux constructeurs automobiles d'en faire à partir des années 80. Mais il y a toute une espèce de mystique qui se fait là-dessus, c'est collectionné, etc. Alors évidemment, moi je ne m'intéresse pas du tout. Je conduis une Ford tout à fait banale pour pas que mes voisins mexicains me la chourent. Ils n'aiment pas les Ford, je ne sais pas pourquoi, mais ils ne touchent pas aux Ford. Donc je dis bon, ok. Et puis me voilà embarqué dans ce truc de muscle cars. Comment je vais faire? Parce que bon, savoir ce que ça veut dire, tout ça encore, je peux poser des questions, je suis sur le tas. Et puis je découvre que non seulement il y a une culture de ces bagnoles-là, mais que ça a traversé l'Atlantique et tout, et qu'il y a des Français qui font ça, il y a des marchés, il y a des conventions et tout ça, et il y a même un magazine qui s'appelle Nitro, okay, où il y a tout le temps des bonnes femmes comme ça sur des bagnoles et tout. Et alors je contacte le mec de Nitro et tout là. Parce que, évidemment, j'avais fait tout en anglais, les marques de bagnoles, des trucs comme ça, ou les pièces détachées, c'est ça le même nom. Mais c'est un peu comme dans l'aviation, la façon dont on utilise l'anglais dans les trucs techniques, c'est pas toujours la même chose qu'en anglais. Donc il fallait être précis, parce qu'en plus, on allait sinon tomber sur des mecs super férus, enfin super pointus et tout, qui allaient nous envoyer des lettres d'insultes et tout, parce que ça arrive souvent. Donc, plus le truc est comme ça pointu, on se dit, bon bah ça va, on va passer inaperçu, paf, on est tout le temps dans le collimateur de ce mec-là. Donc il fallait vraiment. Donc les types de Nitro, ils m'ont bien aidé, etc. Pareil pour l'aviation. Quand j'ai travaillé aussi pour Cohen sur James Salter. Bon, James Salter, le premier livre, ça allait, parce que le premier livre, en fait, c'était un challenge pour moi, parce que jusqu'à ce moment-là, je m'étais cantonné dans les choses que, pour moi, je me disais que j'avais une chance de m'en tirer, c'est-à-dire les trucs dans la première personne, les trucs avec un niveau de langage assez bas, etc. Et puis là, tout d'un coup, j'avais un peu marre, et voilà ce type qui, au contraire, écrit un truc très léché, très gourmet, presque à la limite du précieux. Et je rencontre le type pour faire son premier livre, qui paraissait en France. Et je le rencontre pour Libération et tout, je fais un truc de 4 pages et tout ça, je sympathise et tout ça. Et Cohen me dit, ah non, c'est moi qui dis, moi j'aimerais bien traduire ce type-là. Il a fait un truc sur la France gaullienne, dans laquelle j'ai grandi dans les années 60 et tout, pas dans des circonstances évidemment similaires, mais c'est un type qui a écrit sur la France de cette époque-là d'une manière absolument dingue, enfin, qui avait un sens du détail formidable et tout. Et puis bon, il y avait des scènes scabreuses sexuelles et tout, un peu difficiles à rendre, mais à part ça, il me dit ok. Donc j'ai fait ça s'appelait Un sport et un passe-temps, qui s'appelait Sport and Pastime. Et puis après, avec cet auteur, ce qui n'était jamais arrivé avec un autre auteur, même Bukowski, qui pourtant était dans mon carré de chou quand même, enfin, je lui écrivais de temps
vous le dire, j'en sais rien, c'est pas moi. Donc bon, ça m'aidait pas beaucoup. Avec ce auteur qui connaissait suffisamment le français pour qu'on puisse en discuter. Il ne parlait jamais français ni rien, mais donc on pouvait, et tout d'un coup, on a fait une espèce de truc comme ça, une correspondance démente, que je vais donner d'ailleurs il y a une espèce de... il y a une université évidemment qui récolte tous les papiers des écrivains connus, Graham Greene, machin, c'est au Texas évidemment, Cormac McCarthy, tout ça, et Salter, il a vendu ses paperasses à cette université du Texas, et donc ça va s'augmenter, parce que c'est vraiment très intéressant, enfin, parce que je lui disais pas, c'était pas simplement dire mais qu'est-ce que vous avez voulu dire là, je comprends pas ce truc-là, ça c'est une relation qu'on peut avoir avec les auteurs qui sont vivants, enfin, qu'on traduit. Là c'était autre chose, c'est qu'est-ce que vous préférez. Et alors des fois je lui donnais 3 possibilités et je lui disais, ça c'est un peu précieux quand même, hein, c'est inusuel, mais ça sonne bien, mais c'est inusuel, à chaque fois, paf, c'est celui-là qu'il voulait. Et là tout d'un coup, on se rendait compte de ses intentions, de son projet d'écriture. Et ça, c'est très très intéressant pour moi, mais c'est la seule fois, le seul auteur avec qui j'ai fait ça, évidemment, on est devenus plus ou moins amis, et après, il a voulu, à toute force, que je traduise ses mémoires. Ça s'appelait Une vie à brûler. Alors là, c'était l'aviation de chasse et tout ça. Alors, je ne dis pas, parce que ça aussi, la traduction, c'est ça qui est bien. Bon, c'est un peu solitaire, c'est ingrat, parce que quand c'est bien, personne ne vous dit que c'est bien. Et seulement, dès qu'il y a une faute, il y a toujours quelqu'un qui va sonner à la porte et qui va vous le dire. Donc, c'est bon, c'est un peu ingrat, mais d'un côté, une année, vous apprenez tout ce que vous voulez, même plus que sur le forage de pétrole. Évidemment, vous oubliez tout aussitôt, vous avez fait, mais on se documente. Pour moi, je suis curieux, donc ça va, c'est intéressant. Pareil pour l'aviation de chasse. Okay, alors j'avais ce auteur qui pratiquement il était dans le cockpit avec moi. Alors, il disait ouais, machin, et tout, le viseur, et tout, je comprenais rien. Et il m'expliquait, mais après, il fallait encore que je rende ça. Alors j'avais des sites de l'armée de l'air et tout ça, bon, mais. Et puis tout d'un coup, je ne sais pas comment ah oui, il connaissait quelqu'un au Maroc, un ancien pilote de la RAF, qui avait été pilote pendant la guerre, pour la RAF. Mais le type, alors, il habitait au Maroc, un bled près de Tanger, mais pas en ville. Il n'avait pas de téléphone, il n'avait pas d'adresse email. Et donc, nos correspondances, c'était ça. Et j'attendais 3 mois et j'avais là des enveloppes avec des pages, des pages, des pages. Et à un moment donné, on était presque au bouclage et tout. Enfin, et puis j'attendais. Et arrivent enfin les 35 pages, et avec une petite note, il dit n'envoyez jamais de courrier durant le ramadan. Donc, et donc, à la fin de Une vie à brûler, son auteur m'a dit bon, peut-être que dans un chasseur, tu ne feras pas le poids, mais il dit je suis sûr que dans un vol commercial, tu pourrais décoller. J'ai jamais essayé. Voilà. Et alors avec Cohen encore, et ça c'est la dernière traduction que j'ai faite. Alors ça c'est une belle histoire aussi, mais ça me concerne lui. C'était à propos de Robert Stone. Alors Robert Stone, c'est quelqu'un de très important qui a écrit à la même époque que Tom Wolfe, que Ken Kesey, tous ces gens-là. Et qui n'a jamais marché en France, jamais. Cohen, lui, c'était le premier livre qu'il a édité en tant qu'éditeur indépendant. Il avait demandé à Tom Loddy, qui est le producteur de Coppola, qui était au début de à peu près tout au cinéma, etc., qui est en visite à Paris, et dit si vous deviez publier 10 romans, lesquels, en tête, il y avait Robert Stone, Dog Soldiers. Dog Soldiers, c'est quoi ça? Et le mec, il a
il lit le truc, il achète. Sauf que il n'est pas encore Olivier Cohen, connu surtout de tous les agents et tout. L'agent américain se méfie énormément, débutant, machin, et lui donne une fenêtre, enfin un délai très très court, 2 ans ou 1 an et demi, ce qui est vraiment court. Et alors si vous ne connaissez pas le roman, Dark Soldier, c'est un truc, un roman du Vietnam, de la drogue, de la désillusion, les désillusions hippies, on peut dire ça, c'est un roman d'aventure mais très noir, et surtout avec beaucoup de références à la culture des 60s, avec des trucs comme, je crois, Alcide ou Groovy, enfin et il se moque déjà de ce langage-là. Et donc c'était pas facile à faire du tout. Et lui, donc il n'y avait qu'un type qui savait faire ce genre de truc, qui était abonné à ce genre de littérature, hippie ou etc. C'était un type qui était très estimé sur la place de Paris. Donc il lui donne le bouquin. Sauf qu'il était estimé, il était bon, mais il était aussi très alcoolo et très drogué beaucoup. Donc avec 6 mois, il n'y avait pas de nouvelles, et le mec a disparu, il ne répond pas au téléphone, etc. Finalement, il prend d'assaut l'appartement, trouve le mec dans un état absolument pas possible, avec des feuillets partout. Il y avait des feuillets sur des étangs à linge, avec des épingles et tout. Et il dit ouais, j'en ai fait qu'un tiers, et puis d'abord, ta saloperie, tiens, voilà. Il met ça par terre, il commence à piétiner, vraiment psychotique et tout. Et il y avait mon Olivier Cohen qui était à 4 pattes en récupérant les feuillets. Et après, il essayait d'en voir à peu près. Et qu'est-ce qu'il voit? Il en avait vraiment fait qu'un tiers. Et Cohen, il avait plus que 6 mois. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le truc. Il ne pouvait pas mettre quelqu'un d'autre dessus parce que l'autre, il avait déjà son nom dessus. Donc, qu'est-ce que fait Cohen? Il le traduit lui-même. Bon, alors, comme il dit, mon anglais n'était pas ce qu'il est maintenant. Donc, il a toujours eu honte de cette traduction. Le bouquin a fait un bide terrible, évidemment. Et il avait tellement honte, il se sentait tellement coupable que pendant toute sa période glorieuse, où il a eu les éditions de l'Olivier, tous les 2 ans, Robert Stone, il pondait un bouquin que même les Américains ne voulaient pas lire, et fidèlement, Cohen publiait le truc, complètement à perte, puisqu'il fallait payer la traduction, tout ça, et il les faisait plus lui-même. On parlait de ça comme ça, et justement, Robert Stone venait de mourir. Donc on échangeait 2-3 anecdotes rigolotes, comme il en avait une qui était pas mal. C'était Stone, à un moment, il habitait en Californie du Nord, dans une ville universitaire quelconque, et il y avait Carver et un autre ivrogne, je ne sais plus qui, mais un sérieux, oui, celui qui fait les bouquins sur la Louisiane, là, comment il s'appelle? Tommy. Oui, voilà. Donc, et c'était les 2 alcoolos qui disaient bon, il faudrait faire quelque chose pour Bob, parce que, en fait, le plan, c'était de le sauver de l'alcoolisme. Alors, je ne sais pas. Donc, on racontait ça comme ça, et tout, c'est une espèce de veillée irlandaise funèbre et tout. Et tout d'un coup, il me dit mais pourquoi tu retraduirais pas Dog Soldiers? Il dit ah oui, j'en rêve. Enfin, au moins, j'aurais plus poids sur la conscience. Et puis d'abord, je crois qu'il n'y en a pas un seul qui a marché, mais je crois que maintenant, the time is right. Il faut le faire maintenant. Je suis sûr que ça a une chance. Moi, je ne demandais pas mieux que de traduire ça, parce que j'admirais beaucoup le livre. Donc je le fais. Mais je lui dis, vous savez, ça ne va pas marcher plus l'autre. Enfin, d'un autre côté, il avait déjà gagné un pari avec sa auteur, c'était sur le dernier roman, avant qu'il meure. Un jour, il dit, je vois, il avait commencé la promo très très tôt, il avait fait venir sa auteur au mois de mai pour une parution au mois de novembre. Et je lui dis non, il me dit oui, parce que là j'ai décidé de passer à la vitesse
raconter, mais c'est tout. Et non, il faut faire un truc crossover, comme ça. J'ai dit, mais t'es sûr, avec un roman comme ça, avec un personnage central aussi vraiment déplaisant, qui fait un métier chiant, enfin, c'est éditeur, enfin, ça n'a aucun glamour, il n'y a pas d'avion, il y a à peine de sexe, c'est 100 000, tu sais, oui, 100 000. Et il les a vendus, les 100 000. Donc, Robert Stone, je me disais, c'est jouable et tout, mais en fait, on a perdu la partie, on a eu beaucoup de presse, mais personne n'a voulu lire Dog Soldiers que Cohen a traduit par La ligne de fuite. Ça, les titres aussi, ça, je m'en mêle jamais, non, les titres. Sauf les miens, enfin, les titres de mes bouquins, et c'est pour ça que ça se vend si mal d'ailleurs. Donc les titres, c'est la prérogative des éditeurs. Sinon, dans les histoires, encore une fois, pour moi, la traduction, c'est à la fois être en immersion totale dans un monde que je ne connais pas du tout, qui n'est pas le mien évidemment, et puis essayer de me débrouiller. Le dernier truc un peu zazou que j'ai fait, ça concerne Donald Ray Pollock, qui est un auteur du sud-Ohio, et qui a travaillé dans une usine à papier pendant 25 ans, avant de décider d'écrire comme ça. Ouais. Et qui avait une voix, enfin, je crois que c'est le dernier titre que j'ai lu, qui a une voix un peu distincte des autres, avec un humour. Enfin, c'est atroce les histoires qu'il raconte, mais il est avec un humour absolument dément. Et après, il s'est mis à faire des romans que moi j'aime pas, mais qui se vendent évidemment. Alors que j'ai commencé avec un recueil de nouvelles qui s'appelait Knock and Stiff. Knock and Stiff, c'est difficile à croire, mais c'est le nom du patelin où il est né, où il a grandi. Ça s'appelait Knock and Stiff, ça veut dire paf, enfin, fous-lui un pain, c'est fous-lui un pain, ouais, et c'est épouvantable, c'est que des types qui sont aides-soignants et qui piquent les trucs anti-cancer pour se défoncer, ou qui sniffent de la vue, c'est horrible, mais très très drôle. J'ai adoré faire ça. Évidemment, et c'est vraiment le seul bouquin où on m'a insulté beaucoup de fois et on m'a dit pourquoi tu m'as recommandé ce bouquin-là si tu avec des amis non, donc c'est à consommer avec avertissement. Sinon, encore une fois, j'ai l'impression qu'on s'achemine de nouveau. Alors, je pensais du moins qu'on avait enfoncé les portes et que c'était engouffré toute une nouvelle génération de traducteurs. En plus, on peut plus se permettre de faire des traductions sagouillées avec des contresens, avec tout ça, etc. Alors que maintenant, quand même, la moitié des jeunes lisent anglais, donc c'est plus possible. Mais il y a quand même chez les éditeurs et surtout parce qu'on ne deal jamais avec un éditeur, on deal avec un préparateur de texte, avec quelqu'un qui est professionnel, qui vient de l'école du livre et tout, qui ont été formés, eux, contrairement à moi, qui ont été formés et qui s'attachent à une certaine tradition. Alors au début, j'enfonçais les portes qui ne valaient pas le coup d'être ouvertes, c'est-à-dire je détestais les tirets, je détestais la façon de faire les dialogues. Parce que les Français, ils font des dialogues, mais ils ne mettent pas ils mettent dit-il en éternant, mais ils ne disent pas dit-il en éternant et en fermant la porte, et on a trois lignes comme ça, et après on revient au dialogue. Alors, souvent, les Anglais, les Américains, ils écrivent comme ça, ils se servent de ça. Eux, ils ont des guillemets. Ils s'en servent des guillemets, on remet les guillemets, etc. Alors, quand j'étais débutant et arrogant et tout ça, j'arrivais encore alors c'était la Royal
la manière. Chaque fois que je changeais d'éditeur et tout, il fallait, avec la fabrication et tout, c'était juste, enfin bon, c'était juste s'ils avaient des guillemets. D'ailleurs, les guillemets que je voulais, parce que il y avait des chevrons comme ça, c'était une horreur aussi. Mais bon. Plus ça va, et plus j'en ai marre des combats comme ça qui sont un peu vains, il faut dire, parce que bon, entre tous les tirets, on peut s'en faire. Mais au niveau de, encore une fois, ce fichu temps, ce fichu passé simple, on y revient. C'est-à-dire que passé simple, moi, je veux dire, si je traduis Sauteur, je traduis au passé simple. C'est-à-dire, parce que le texte, il appelle une certaine tenue du français. Mais quand c'est du truc débraillé, justement, comme le type dont je vous ai parlé, là, de l'Ohio, là, c'est pas possible. C'est pas possible. Surtout des trucs d'humour et tout, de dire nous prime. C'est pas possible. Parce que tout de suite, on est dans le truc, tout à coup, on descend un cran. Et ben, comme je l'ai encore, je m'excuse, j'espère que vous n'avez pas lu le. Parce que quand le journaliste m'a interviewé, j'étais sur un banc à Paris, un peu en tirage et tout. J'ai fait toute la conférence. Donc il a pris en note et tout, donc il y a 2-3 trucs. Mais en ce moment j'habite chez ma mère, je m'occupe d'elle, elle est vieille et tout. Bon. Puis elle disait Ferrante, la trilogie napolitaine, que toutes ses voisines lui amènent et tout, dit ça, c'est formidable. Et je savais pas ce que c'était et tout. Et je me mets à lire ça. Et bon, alors l'histoire est formidable. Donc j'ai lu, j'en ai lu 2. Je n'ai pas fini le 3e encore. Mais c'est épouvantable. Surtout parce que ça se passe dans un milieu, enfin surtout le début, ça se passe dans un faubourg napolitain, pauvre. C'est sur 2 petites filles, donc c'est toujours nous. C'est pas on, c'est nous. Et donc c'est nous prime, nous films, nous, etc. Et je suis sûr qu'en italien, il y a des trucs en comment on appelle ça, en patois napolitain, etc. Donc c'est un contresens d'utiliser ça. C'est pas aller en croisade, c'est pas être maniaque. C'est, pour moi, c'est être fidèle au texte qu'on est censé servir. L'autre chose, la charte pour moi, alors on s'en tire comme on veut. Enfin, je veux dire, si on y arrive avec une langue plus châtiée, avec un truc beaucoup plus de tenue, quelqu'un qui écrit mieux que le français que moi, Dieu sait si je l'écris pas bien, tant mieux. Mais il faut toujours tendre. Pour moi, la charte, c'est ça. C'est que si vous lisez le truc en français, que vous ayez une idée de comment c'est l'original. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que ce mec écrit différemment que Hemingway ou que Fitzgerald ou que Norman Mailer? C'est tout ce que je demande. Alors, c'est à la fois, si on traduit un truc des années 30, il y a du langage à pas utiliser, on va pas se mettre à faire du verlan ou un truc comme ça. Et puis, pour moi, c'est ça, c'est la fidélité. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours. Alors, au début, moi, je le faisais, je gavais les gens avec ça, parce que je m'y tenais beaucoup trop. Donc, il y avait une difficulté de lecture, parce que les gens n'aiment pas, maintenant je m'en aperçois évidemment, n'aiment pas être bousculés dans leurs habitudes de lecture. Pour eux, une bonne traduction, surtout quand ils ne connaissent pas l'original, c'est une traduction qui se lit bien ronde, etc. Et j'ai rien contre les trucs qui se lisent bien, mais il faut aussi que ça soit assez près du texte, pas fidèle au texte, pas complètement mot à mot, ni rien de tout ça. Encore que l'histoire de... juste... Il y a un prix Coindreau, par exemple, mais Coindreau, je veux dire, s'il y avait une difficulté, etc., une phrase comme ça, il coupait en 3, lui, il s'en foutait. Donc personne n'allait voir l'original. Donc c'est pour moi une trahison. Alors, je ne parle pas de contresens, que ça, il y en avait beaucoup dans les années 40 et 50, mais là, maintenant, il y en a de moins en moins, des trahisons, encore que
les deux derniers Bukowski, c'était épouvantable. Il y avait des fautes. C'était épouvantable. Bon, ça c'est... Mais je veux dire, au niveau du style et au niveau de l'écriture, il faut, par exemple pour Salter, ou pour prendre un autre exemple, John Didion, que j'ai fait pour Grasset. Alors John Didion, j'arrivais à la fin, toute ma vie j'ai voulu traduire Play It As It Lays, son deuxième roman, qui pour moi est un des meilleurs romans sur Los Angeles, qui donne le plus ce que c'est que de vivre dans cette ville, surtout quand j'y suis arrivé, c'est-à-dire dans les années 70, ça a bien changé depuis, évidemment. Donc j'avais toujours rêvé de retraduire Play It As It Lays, mais en fait ça avait été très bien traduit à l'époque et tout, aucune raison de le faire. Mais je voulais toujours traduire un Didion. Et quand Grasset, qui est mon éditeur, s'est mis à publier Didion. Alors je ne sais pas si vous connaissez John Didion, mais c'est quelqu'un qui a, alors là pour le coup, qui a un style, disons, enfin, avoir un style, c'est comme Hemingway par exemple. Quand on a un style, c'est-à-dire bon, plus ça va et plus ça grimace. Si vous voyez ce que je veux dire, par exemple, on s'est moqué de Hemingway dans ces derniers... Parce que quand on innove, quand on innove vraiment au niveau du style, c'est très facile de s'en moquer. Parce que ça devient systématique. Et Didion en particulier, c'est un peu comme Marguerite Duras, c'est pareil. Marguerite Duras, Didion, c'est le même tabac. C'est-à-dire qu'au début, vous lisez des romans des années 60, 50, c'est formidable. Mais il y a déjà tout en germe. Il y a la scansion, il y a les répétitions, une espèce de trucs comme ça, etc. Et puis après, ça devient, c'est presque obligé, ça devient de la caricature, quoi. Je veux dire, c'est pour ça qu'il y avait ces fameux concours on appelle ça de faux Hemingway, enfin de faux textes d'Hemingway. Ça, c'était Harris Barr qui avait lancé ça. C'est très très envisageable. Vous n'avez jamais entendu parler d'un concours de faux Fitzgerald, par exemple. Pourquoi? Parce que Fitzgerald, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de... Personne n'a écrit comme lui avant, personne n'a écrit après, enfin comme lui après, mais il n'y a pas de... il ne s'est pas tenu à une recette particulière à ça, comme a pu le faire Hemingway, d'une manière complètement innovante au début. Et après, évidemment, c'est toujours un problème. Donc, Didion, moi, on me dit, bah, il n'y en a plus qu'un. Si tu veux en faire un, il n'y en a plus qu'un, c'est son premier truc, que je n'avais jamais lu, il s'appelle Run River. Moi, je dis ok. Et en fait, il s'est trouvé que c'était un bonheur total, parce que justement, c'était Didion, parce que moi, je ne peux plus la lire maintenant, Didion, mais à cette époque-là, c'était un vrai rêve. C'est un vrai roman. Drame familial et tout, dans un milieu très sur lequel je ne connaissais rien, qui est dans le delta de la Sacramento, près de Sacramento, mais qui est une espèce de société encore agraire, avec des cultures qui n'existent plus du tout maintenant, la culture du houblon, sur laquelle aussi je ne savais absolument rien. Quand on m'a parlé des rames et tout, je savais des rames, je ne savais même pas ce que c'était, je ne savais pas comment on récoltait le houblon et tout. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir à faire. Encore une fois, ce roman, je n'allais pas le faire au présent narratif ou au passé simple. Là, c'était un texte d'une tenue formidable et tout. Et donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que j'ai mis beaucoup de d'eau dans mon vin plutôt. Je me suis un peu calmé. Et maintenant, je suis... Mais encore une fois, je me suis calmé et tout, mais je suis un peu triste de voir que les choses qui nous tenaient à cœur, quand on travaillait dans les années 90, aussi bien éditeur que rabatteur de bouquins, j'ai pas l'impression que ça émeuve beaucoup de gens maintenant, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, la traduction c'est Gallimard quand même, Elena, machin, là, Ferrante, c'est Gallimard, c'est un truc qu'ils ont acheté, qui va se vendre à des millions, et puis ils font ça quand même, ils s'en tirent très bien, ça se voit.
raison, hein, c'est pas un problème. Et personne gueule, c'est ça qui est... Voilà. Donc, mais c'est un combat d'arrière-garde, sur lequel je voulais vous entretenir. Victime. Voilà, bah, je pense que... Attendez, j'avais fait une anti-sèche, parce que le truc à bâton rompu, c'est mais j'en fais beaucoup des bâtons rompus, mais le truc c'est que j'oublie souvent un truc qui me tenait à cœur et tout, alors je m'excuse, c'est une très mauvaise manière de... Mais, encore une fois, les neurones ne sont pas ce qu'ils étaient. Je veux juste voir si j'ai pas... Ah oui, il y a Bourgois. Parce que Bourgois, c'était quand même quelqu'un qui était un éditeur un peu à l'ancienne, un grand bourgeois, un peu comme Fasquelle, Jean-Claude Fasquelle, Jean-Claude Fasquelle à Grasset, qui était vraiment le mec, et qui ne parlait jamais du bouquin. Ça, je trouvais ça formidable. Vous allez dans son bureau, alors il y avait un bureau qui était grand comme, je sais pas, un truc genre Haricon ou Hitler, enfin, un truc comme ça. C'était une place nette, il n'y avait rien, il y avait juste une machine à fax, c'est tout. Et c'est la seule façon, sa façon il ne téléphonait pas, il ne vous écrivait pas, il vous faisait des fax. C'était un truc, drôle de truc. Et c'était le mec, comme ça, il est au feeling et tout. Il voyait un magazine de rock, les Inrecuptibles et tout. Oh, on va mettre du fric dessus, on sait jamais. Il n'y avait qu'une chose qui l'intéressait, c'était de soudoyer les critiques et tout ça, pour avoir des bonnes critiques et surtout des prix, évidemment. Ça, alors là, il adorait ça, mais bon, on n'en parlait pas parce que ça fait mauvais genre. Et alors, on se retrouvait à soi-disant discuter du prochain bouquin et du prochain contrat. Alors, c'était toujours ah oui, je vous emmène là, oui, c'est un truc cubain et tout, mais ils font la meilleure purée de Paris et tout. Et tout d'un coup, on avait pour 20 minutes sur la purée et tout, que c'était vraiment important la purée et tout. Ou qu'ils avaient acheté 2 cravates et qu'il avait dans une étale dans la rue et il avait voulu acheter ça avec une carte de crédit et tout. Là, votre femme a dit, mais je n'ai pas fait machine et tout. Il dit, mais il rentrait dans des fureurs comme ça. C'était un mec totalement fantasque, qui avait du goût, mais qui ne s'exprimait pas dessus et tout. C'était assez drôle. Et à chaque fois, je lui disais, bah alors, et mon contrat, enfin, mon sujet, alors j'ai 2 sujets. Au Durand, vous ferez comme vous voudrez, et puis on fait comme la dernière fois. Je dis, mais la dernière fois, le truc, c'est pas vendu. Ah, mais moi, m'appelez pas. Enfin, on fait comme. Et on sort du resto, et c'est pas parce qu'il avait bu ces 2 bouteilles de Bordeaux, c'est simplement, c'était le genre de mec, taillé comme un humain et tout. Et il disait, bon, alors, puis vous avez besoin de rien, hein, parce qu'un éditeur, c'est pas juste pour publier vos bouquins, hein, c'est pour vous maintenir en vie. Enfin, si vous avez un pépin et tout, il faudra vous adresser à moi, vous démerderez le coup et tout. Ça, c'était un éditeur, c'était pendant, disons, 20 ans, j'ai eu vraiment le sentiment d'avoir un éditeur, c'est-à-dire quelqu'un qui nous passait toutes nos marottes et tout, avec tout à fait grande désinvolte. Et quand il a vendu à un groupe, il a vendu et tout, et il n'est pas parti. Alors, il venait comme... Il avait vendu le truc et tout, et il y avait un PDG et tout, mais le bureau, il venait au bureau de temps en temps et tout, et donc le PDG, Dominique Nora, pour ne pas le nommer, qui est un ami, il était au bureau de la secrétaire, et puis lui, il était là, alors il venait une fois tous les deux semaines et tout, mais bon, il accrochait son chapeau et tout, puis je trouvais ça formidable. Et Bourgois, c'était pas le même genre, mais c'était quand même quelqu'un comme ça, qui avait une fidélité avec sur ses auteurs, mais aussi qui marchait au feeling et tout. Et donc, j'avais fait des articles sur Fante. 3 mois après, il en avait acheté 4, je me les ai cinglés. Au moins tester l'eau. Enfin, il dit, ah mais non, l'agent, il a voulu m'en franquer, enfin, il ne voulait pas, il a fallu que j'en achète 4. Je dis, et lequel vous voulez faire? Alors, je dis, demande à la poussière, c'est mon préféré, c'est d'ailleurs le seul que je veux vraiment traduire. Allez, vous y allez. Et puis, il y avait quand même, il fallait y aller assez vite, parce qu'il fallait écouler les 4. Donc, je fais le truc, et j'envoie le machin, et je lui dis, j'ai votre couverture, j'ai trouvé, il y a une photo de Dorothy Lange
Farm Administration, les photographes que l'administration de Roosevelt a envoyés un peu partout dans le pays pour documenter la pauvreté, mais aussi ce qu'il fallait faire, etc. Donc Lange avait pris une photo de huaraches, de sandales de travailleuses mexicaines. Et les sandales, c'était juste un gros plan de sandales. Et comme, si vous connaissez Le Demande à la poussière, il y a un personnage de Mexicaine qui travaille toujours en huaraches, il dit ça serait parfait. Il dit ouais, alors en plus je lui donne, il y avait un catalogue de la Library of Congress, d'ailleurs, enfin, et je lui dis en plus, comme je savais qu'il aimait bien faire des couvertures à pas cher, ou même à rien du tout, je lui dis, vous envoyez $2 et on va vous donner un print comme ça, collectors et tout, un très bon tirage, et vous pourrez faire votre couverture. Retour de courrier, il m'envoie le bouquin, qui était déjà... Enfin, j'avais envoyé le truc, alors sur le catalogue, c'était grand comme ça, donc la photo était grande comme un timbre au poste. Et je lui donne le numéro de catalogue, le numéro de la photo, etc., pour qu'il la commande. Et 3 semaines après, arrive le bouquin, Demande à la poussière, et avec la photo, dégueulasse et tout, la photo de Dorothy Lange et tout ça, et elle dit, mon photograveur, c'est un chef, et tout, donc il l'avait fait à partir de mon petit timbre poste. Ça, c'était Christian Bourgois, qui aussi s'était mis dans la tête qu'on pouvait utiliser n'importe quel tableau si on ne le mettait pas en entier. Quand vous avez trouvé ça, pour ça, avec Pascal, il était bon. Et donc, pendant très longtemps, il y a eu, si vous prenez n'importe quel bouquin bourgeois de la période 80-90, c'est des trucs, des fois c'est des tableaux abstraits, des fois c'est pas les mêmes, et c'est toujours détaillé. Alors, il regarderait un peu, et voilà. Mais personne n'est venu lui, même pas musée, ni rien, c'est un ami à moi, en fait, qui était collectionneur de Chatham. Chatham, c'était le peintre ami de Jim Harrison, qui vivait à Livingston, etc. Enfin, un mec qui a fait des bouquins sur la pêche à la mouche, enfin, tout genre de trucs comme ça. Et lui, il a collectionné ce type. Et donc, il va à Paris une fois, et il voit le tableau qu'il a dans son living room, mais sur une couverture de Bourgois. Alors, comme c'était un avocat, enfin, il était avocat défroqué, il avait été rayé du barreau, mais il savait encore écrire une lettre un peu menaçante, et donc il a obtenu, je ne sais pas, une cause, je ne connais pas les détails, mais après, Bourgois, il s'est mis à payer pour ses couvertures. Mais ça, c'était son petit côté. Il aimait bien faire ça, alors que, dire autrement, il était la générosité même, mais comme ça, esquivé comme ça. En fait, les éditeurs, c'est un peu comme les libraires, je pense. J'ai jamais vu un libraire qui n'était pas fait d'une manière ou d'une autre, surtout les libraires d'occasion. Les libraires, on se demande comment ils tiennent encore, etc. C'est toujours des fous. Enfin, l'ami Bukowski, par exemple, c'était Red. C'est le héros d'un de ses plus mauvais romans, Pulp. Red, c'était un type de Brooklyn et tout. Et c'était un bouquiniste absolument fabuleux. Il avait de la cam, mais c'était dingue. Mais il était sur une petite rue qui donnait sur Hollywood Boulevard. Et Hollywood Boulevard, déjà, à cette époque-là, c'était le zoo. C'est pas encore comme c'est maintenant, donc on vous kidnappe carrément, on vous met dans un bus et puis on vous emmène voir où George Clooney habite, je sais pas quoi. Là, c'était quand même déjà beaucoup de Butler et tout ça, puis surtout beaucoup de camés, d'adolescents fugueurs, etc. Et donc, il était tout le temps fermé. Il avait marqué fermé. Il était là, il était juste, on voyait à la vitrine et tout. Et il fallait cogner sur la porte et tout, et vous inspecter de la tête aux pieds avant de vous laisser. Si vous ne connaissez pas, de toute façon, il ne vous laissez pas rentrer. Et moi, je voulais rentrer, donc finalement, j'ai fait le siège pendant assez longtemps, on me laisse rentrer. Alors là-dedans, c'était fou. Il y avait des choses que je n'avais jamais vues de ma vie, même dans la première édition de l'incendie de Los Angeles, The Day of the Locust,
de Nathaniel West, qui est un de mes héros. Je voyais pour la première fois une couverture, parce que c'était avant le net, hein, enfin, c'était avant l'Internet, tout ça. Maintenant, je veux n'importe quelle, même la couverture de Tom Cromer, là, le Waiting for Nothing, je l'ai, là, je suis en train de traduire et de publier en anglais un de mes bouquins, mon troisième bouquin. Bon, bah, j'avais de l'Adobe déjà, mais j'en ai 10 fois plus avec le net, on trouve tout. Mais à l'époque, c'était pas pareil, donc il fallait fouiner chez les libraires. Mais les libraires, ils sont tous fous. Je veux dire, lui, c'était... Bon, alors, c'est combien ce qui était bien aussi, c'était tellement cher chez lui qu'on n'avait pas... On ne courait pas de risque de faire péter la carte bleue, parce que de toute façon, c'était toujours trop cher. Donc ça allait, mais c'est comme aller à un musée, c'est pareil. Puis des fois, il se lâchait un peu, on parlait un peu, ça, mais il y avait un libraire royaliste, par exemple, sur Western Avenue, un royaliste aux États-Unis, enfin, je ne sais pas du tout ce que ça voulait dire. Il avait un candidat qui remplaçait tout ça, je ne sais pas d'où anglais, je crois qu'il était monarchiste. Au demeurant, il avait des trucs formidables et tout. Et ça, toute cette espèce d'épopée comme ça, un peu fin de course, un peu fin de tout, fin de cycle. Je trouve ça très... c'est avec beaucoup de nostalgie que j'y pense, finalement. Enfin, pendant un moment, j'étais fada de livres de poche. J'ai fait même des articles sur les livres de poche américains. La grande histoire du livre de poche, et tout, les couvertures, enfin, il y avait tout ça. Et c'était... les librairies où on les trouvait, c'était des trucs très spécifiques, on appelle ça paperback exchange, genre de machin où, par exemple, James Cromley au Montana, lui, il allait avec deux gros sacs papier, vous savez, comme pour aller au supermarché, quoi. Et il amenait 2 sacs comme ça, de paperbacks, et il repartait avec 2 sacs de paperbacks, il donnait, je sais pas, $10, $5. Ça, c'était le moyen qu'on avait d'acheter du bouquin qu'on voulait vraiment lire et tout, au lieu d'aller à la bibliothèque municipale. Bon. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était les couvertures, c'était la façon dont ils avaient édité ça. Enfin, il y avait des trucs déments. Enfin, surtout les collections un peu bas de gamme. Je me souviens, il y avait Voltaire, Candide. Candide, c'était une nana dépoitraillée sur couverture et tout. Et, toute la titraille, enfin, disons, voilà, Voltaire, machin. Vraiment, vous croyez que Candide, c'était une nana, et puis que c'était un roman paillard, un peu comme, je sais pas, Molly, je sais pas, La Faux et tout ça. Et c'était vraiment, il y avait, je sais pas, les romans français en particulier étaient habillés d'une manière complètement fantaisiste. C'était un peu comme les affiches de films porno pendant un moment où ils étaient interdits d'affiches. Il y avait juste le titre, c'est ça. En fait, tout le sexe était dans le titre, voilà, c'était dans la couverture. Donc je me suis un peu passionné là-dessus, tout ça. Je collectionnais beaucoup, mais ça coûtait 5 cents, sa pièce et tout. Je remplissais mon coffre de bagnole en faisant les voyages d'une côte à l'autre et tout ça. Tout ça, maintenant, c'est devenu mortifère. Il y a des conventions, là-bas. C'est tout juste, on a le droit de toucher parce que les trucs se décomposent dès que vous mettez le doigt dessus. D'autres disent, c'est bien, c'est du là, j'ai jamais ouvert, ça va pas. Parce qu'il y a des catalogues, c'est comme Elie Davis Presley, c'est la mort du petit cheval. Avant, on pouvait avoir tout, fouiner, machin et tout. Quand les Cramps, mes amis musiciens et tout ça, ils faisaient des trucs comme ça, ça valait rien. Enfin, je dirais, maintenant tout est catalogué. eBay, sur eBay, tous les mecs ils vont d'abord voir combien ça coûte, puis tant qu'on ne peut plus avoir de surprise. Moi je pense qu'une des plus belles découvertes que j'ai faites au niveau de livre de poche comme ça, c'est Jim Thompson. Je ne sais pas si vous connaissez Jim Thompson, auteur de Noir, série Noire, c'était le numéro 1000 de la série Noire. Jim Thompson,
un de ses titres les plus rares, ça s'appelait Savage Night. Et pour un bouquin que j'avais fait sur David Goulis, j'avais retrouvé le type qui le publiait à l'époque, dans les années 50. Et il avait fait l'Ocas, enfin plusieurs titres comme ça. Et il me dit, oh, mais si vous voulez des David Goulis, je peux vous en trouver, j'en ai encore dans ma cave et tout. Mais on pourrait faire des échanges. Moi, je vous donne tout David Goulis pour Savage Night. C'est le seul Jim Thompson que j'ai pas. Bon. Et je vais trouver ce truc-là, alors que je fouinais dans tous ces matchs, dans les montagnes, de trucs. C'était carrément de la farabe sur des murs entiers de trucs. Entassés sur 3, pour vraiment rendre le truc vraiment méritoire. Et là, c'est je me souviendrai toujours, Vermont Avenue, Los Angeles, près de chez moi, et il y avait une librairie allemande et russe. Donc je n'avais absolument rien à y faire. Russe, allemand, je ne sais pas ce que je faisais là. Regardez comme ça. Et il y avait un espèce de truc, vous savez, comme dans les hôpitaux pour mettre le linge sale, il y avait un roulette entassé de bouquins russes, de bouquins allemands. Et juste dessus, juste pour moi, bien tourné où il fallait, enfin, je sais pas, il y avait Savage Night. Et quand j'ai été voir le type, le mec m'a dit, qu'est-ce que ça fout là? Je ne savais même pas quel prix me donner, parce que enfin, bon, c'était rien du tout, $1. Et par quel miracle, je ne sais pas. Là, tout ça, ce sont des histoires, comme ça, c'est anecdotique et tout ça, mais encore une fois, tout passe par une espèce de passion, et puis c'est terre à terre, tout ce que je vous raconte là. C'est terre à terre, c'est personnel, et c'est pour ça que maintenant, j'ai beaucoup de mal disons, à avoir une relation avec les gens, les éditeurs, tout ça. Ceux que j'aimais bien, ils sont morts, ou alors ils ne voient plus. Et donc, c'est difficile encore de se passionner pour quelque chose. Or, c'est le seul. Quand j'étais critique de bouquin, moi, le seul reproche que je faisais aux gens, c'est de ne pas être passionné. C'est d'avoir un peu de. Si même ils avaient tort, c'est pas grave, mais je veux dire, même si on traduisait, ça se sent des fois, les gens, au moins ils s'appliquent, on sent bien, et puis quand ils font une erreur, c'est bon, c'est après tout, c'est à leurs employeurs de relire ça aussi. On s'en prend souvent aux traducteurs, et il faut bien dire une chose, c'est que c'est toujours très mal relu. C'est-à-dire parce que vous, si vous ne connaissez pas, par exemple, l'original, si vous lisez en français, etc., il y a des fois où ça n'a aucun sens. C'est là où vous apercevez qu'il y a que boulot. Moi aussi, d'ailleurs, c'est comme ça, j'aperçois que c'est mal traduit. C'est que ça n'a aucun sens. Donc si ça n'a aucun sens, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut y aller, et on s'aperçoit qu'il y a un contresens, qu'ils ont sauté une ligne, etc., etc. Mais ça, c'est le boulot de l'éditeur, c'est pas le boulot des éditeurs. Et souvent, moi, je l'ai fait suffisamment pour m'excuser pour toute deux générations de traducteurs. Je l'ai fait, et maintenant, je m'aperçois que finalement, c'est presque structurel, c'est plus structurel, quoi. C'est la façon comme les gens ont de travailler qui n'est pas. Et c'est comme partout, c'est comme maintenant partout. C'est-à-dire toujours dans le il faut toujours se mettre. Alors qu'on a le bouquin depuis 2 ans, que le traducteur a remis le machin depuis 1 an, etc. C'est toujours au dernier moment, pendant les vacances de Pâques, on vous l'envoie par coursier. Quand j'habite à Los Angeles, ça vaut la peau du cul, il faut que je remets, etc. C'est toujours pendant les vacances de Pâques, et c'est toujours à la dernière minute. C'est comme ça. Alors peut-être que au mes débuts, etc., ils travaillaient aussi comme ça, et que je ne savais pas, ou j'oubliais, je ne sais pas. Mais j'ai peut-être c'est peut-être un peu romantique, mais les souvenirs de début. Mais en tout cas, c'est beaucoup moins amusant, quoi, disons, de faire ce travail. Voilà.
revoir, ok,